Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres, bienvenue sur Restofocus. Avant de commencer, je vous souhaite une bonne année en vous souhaitant qu'elle soit mieux que celle qui vient de se terminer. Aujourd'hui, je ne commence pas par une intro un peu travaillée comme d'habitude, mais je veux partager une constatation. À l'école, surtout en histoire, on ne nous apprend pas tout. On ne nous dit pas tout. Je ne dis pas ça pour faire du prof bashing, je les respecte, ils font avec les moyens et les programmes qu'on leur donne. Je ne dis pas ça non plus pour taper sur l'école en général, c'est pas de leur faute. S'il y a quelqu'un à blâmer, ce serait sûrement l'éducation nationale. Prenons l'exemple de la guerre des Gaules. Dans les livres d'histoire, on nous apprend depuis toujours que Jules César a gagné la guerre des Gaules en battant Vercingétorix à Alésia. Tu te focuses sur la fin de la guerre des Gaules? Exactement. Juste après la défaite d'Alésia. Tu sais quoi sur le sujet? La capitulation d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ entraîne la soumission de presque toutes les peuplades de la Gaule. Oui, mais encore. Vercingétorix était prisonnier, mais la Gaule n'était toujours pas réduite à l'impuissance. Les vaincus se ressaisirent bien vite et décidèrent d'attaquer les Romains, désormais par petits groupes et sur plusieurs fronts à la fois. Super, tu maîtrises. Ça t'embête de continuer? César eut à combattre successivement les Bituriges, les Carnutes, les Bellovaques, les Trévires et enfin les Pictons, qui furent massacrés dans la région de l'Hémonum. Plus de 12 000 Gaulois furent tués. Combien? Oui, ça fait beaucoup. Les Romains viennent de triompher à Alésia en -52, et on peut penser que les Gaulois baissent les bras, mais pas du tout. En réalité, la défaite cuisante de Vercingétorix n'est pas un game over pour l'indépendance des Gaulois. Loin de là. De nombreuses tribus gauloises continuent à se battre pendant encore un an. Elles n'acceptent pas de se soumettre si facilement à l'envahisseur romain. C'est important de rappeler que l'histoire est souvent plus complexe qu'on ne le pense. Il y a toujours plusieurs points de vue et plusieurs versions des faits. C'est pour cela que nous devons en apprendre davantage sur les événements qui ont façonné notre monde. Alors que l'histoire retient surtout Alésia comme le tournant décisif de la guerre des Gaules, les irréductibles Gaulois remettent le couvert avec des soulèvements épiques jusqu'en 50 avant Jésus-Christ. La partie continue encore quelques temps, et César n'a pas encore définitivement gagné la guerre des Gaules. Mais trêve de bavardage historique, je vous vois déjà bailler aux corneilles, dans tous les deux du fond là-bas. Pour reviewer la dernière bataille de la guerre des Gaules, la bataille d'Uxellodunum qui a eu lieu en -51 et qui a marqué la fin de la résistance gauloise face à l'armée romaine de Jules César, abonnez-vous, likez et partagez sur vos réseaux, et surtout activez la cloche pour ne rien rater. C'est fait? De toute façon, je ne commencerai pas tant que c'est pas fait. A few moments later. Voilà. Rejoignez la team, et maintenant, en route pour la bataille d'Uxellodunum. Après Alésia, des derniers villages gaulois osent encore défier l'envahisseur romain. La cité d'Uxellodunum, réputée imprenable, est l'une d'elles. Ses puissantes murailles et sa position en hauteur sur un piton rocheux lui donnent un avantage défensif de taille. Déjà, il faut le dire, Uxellodunum a clairement été éclipsé par la méga bataille d'Alésia l'année d'avant. Le duel au sommet entre Vercingétorix et César en -52, ça vous parle? Normal. C'est le combat phare de toute la guerre des Gaules, celui qui entrera dans les manuels scolaires. Alors qu'Uxellodunum, l'année suivante, c'est un peu comme du rab à la cantine pour César. T'en as pas besoin, ça flatte ta gourmandise, mais forcément ça marque moins les esprits. Ensuite, autant le dire, à l'époque, les historiens en parlent relativement peu dans leurs écrits en comparaison d'Alésia. Du coup, Uxellodunum est moins représenté et analysé par les spécialistes, et elle ne bénéficie pas de la même aura historique. En plus, l'emplacement exact d'Uxellodunum a longtemps été sujet à débat, ce qui limite l'intérêt archéologique du site. On sait aujourd'hui qu'elle se situe dans le Quercy, au puits dissolu, dans la commune de Vérac. Et il n'y a pas non plus de chef gaulois charismatique comme Vercingétorix qui personnifie la bataille. Enfin, disons plutôt que l'ombre de Vercingétorix a éclipsé ses chefs gaulois. Maintenant que tu as apporté des informations certes intéressantes, mais un peu longues, tu peux aller dans le fond du sujet? Toi, tu fermes ta gueule. Tu la fermes définitivement. Ça va, je fais encore ce que je veux, non? Bref. Uxellodunum est un oppidum, c'est-à-dire une ville fortifiée. La ville est nichée au cœur du territoire des Carducs, dans le sud-ouest gaulois, vers l'actuelle région du Lot, dans le Quercy actuel. Elle est posée au sommet d'une colline hyper abrupte qui lui donne un avantage défensif de taille, et elle est ceinturée de méga remparts en pierre massive. Stratégiquement, la cité d'Uxellodunum est une place forte de ouf, voire carrément cheatée. Son nom signifie la forteresse élevée en gaulois. C'est là que se réfugièrent deux chefs gaulois, Lucterios et Drapès, suivis de quelques milliers d'hommes après la défaite d'Alésia où Vercingétorix a capitulé. En -51, Uxellodunum est le dernier village à résister encore et toujours à l'invasion romaine. Toute la Gaule est occupée. Toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Ces irréductibles résistants jurent de défendre leur cité jusqu'au bout, refusant de courber l'échine devant l'envahisseur romain. Face à eux, Jules César est chaud patate. Après avoir botté les fesses de Vercingétorix à Alésia, il veut en finir avec la résistance gauloise d'une bonne fois pour toutes. Ce fin stratège prépare déjà le siège de la cité rebelle pour mater cette dernière poche de résistance.
César, qui veut achever la pacification de la Gaule, décide de poursuivre et d'assiéger les derniers Gaulois rebelles sous les ordres de Lucterios et de Drapex. Il envoie d'abord son légat, Caninus Rebilus, qui commence à construire des lignes de tranchées fortifiées autour de l'Oppidum, comme à Alésia. Puis César le rejoint avec 4 légions ennemies. Ça fait beaucoup là, non? Le siège de la ville de Xélodonum est très long et difficile pour les Romains du fait de la position défensive extrêmement avantageuse de la cité. Finalement, après plusieurs mois de siège, Xélodonum tombe aux mains des Romains. La prise du Xélodonum ouvre définitivement les portes à César pour la domination de Rome sur la Gaule. C'est pas trop tôt? Après sa grande victoire contre Vercingétorix à Alésia, César est au fait de sa puissance et contrôle la majeure partie de la Gaule. Il impose sa domination sur les peuples gaulois, soit par la force, soit en s'assurant la soumission des chefs gaulois alliés à Rome. Le mec contrôle désormais une grosse partie de la Gaule et peut se la péter grave. Côté gaulois, on retrouve évidemment les habitants du Xélodonum, essentiellement des Carducs, guidés par Lucterios, mais aussi des guerriers farouches, dont les Sénons, menés par Drapès, qui sont déterminés coûte que coûte à défendre leur terre ancestrale. Au total, ils sont 15 000 hommes. Mais clairement, tous les Gaulois n'ont pas encore digéré la défaite, et des poches de résistance subsistent, notamment dans l'ouest et le sud-ouest de la Gaule où l'humiliation est mal passée. Pas content! Pas content! Les Carducs et les autres tribus locales sont chauds patates pour continuer à résister. Hors de question de courber les chines devant des envahisseurs romains. Du coup, quand César se barre en Italie en fin 52, ça fout un bordel monstrueux. Les chefs gaulois rallument la mèche et des soulèvements éclatent un peu partout. Ils en ont plein le dos de se faire dicter leurs lois par ce Jules César prétentieux. C'est le début d'une nouvelle phase de rébellion généralisée contre les pouvoirs romains. Quand César revient en urgence et voit ce bazar, ça le rend fou furieux. Ce daron autoritaire décide de mater ses révoltes dans le sang. Aux légions d'aller de ville en ville pour tout écraser Manu Militari. Il assiège et prend plusieurs villes rebelles les unes après les autres. C'est alors qu'il arrive en territoire carduc et là, il tombe sur un os. La cité de Xélodonum, avec des guerriers motivés comme jamais, est prête à en découdre jusqu'au bout, et elle devient le centre névralgique de la résistance anti-romaine. Comprenant qu'il doit donner un exemple, César décide d'en faire un Cassius Belli. Il va lancer ses légions à l'assaut et raser cette ville. C'est ainsi que débute le siège de la ville en 51. D'un côté, nous avons les irréductibles Gaulois accrochés à leur village comme des moules à leur rocher. De l'autre, la machine de guerre romaine prête à en découdre pour mater la rébellion une bonne fois pour toutes. Motivés à 200%, ils sont prêts à vendre cher leur peau plutôt que de se rendre. Sous les ordres de leurs chefs locaux, les irréductibles sont retranchés derrière de solides remparts de leur cité, en position de force. Face à eux, l'armada romaine au complet, menée par Jules César himself. Les Romains ont fait le déplacement avec leurs meilleures légions, soit environ 22 500 soldats aguerris et équipés jusqu'aux dents. Ajoutez à ça des renforts de tribus gauloises alliées et des massacres de siège en pagaille pour forcer les défenses du Xélodonum. Bref, une armée de métiers ultra expérimentée et motivée pour en finir avec la rébellion gauloise. Hé, oh! C'est moi le plus fort! Calme-toi, Coco. Le rapport de force paraît complètement déséquilibré sur le papier. Mais les Gaulois sont prêts à l'exploit et l'avantage du terrain joue pour eux. Ils disposent aussi d'un atout, une source d'eau abondante située au pied de la colline qui leur permet de tenir le coup malgré le blocus romain. Au printemps 51, Jules César vient de débarquer à la tête de ses légions romaines devant la cité d'Uxellodunum, fièrement dressée sur son piton rocheux. Titre. Problème, ces fous de Gaulois refusent catégoriquement de se rendre. Ah non, j'ai pas envie. Ils sont là, à larguer l'envahisseur à l'abri de leur rempart. L'un de leurs chefs ont été capturés lors d'une sortie pour amener du ravitaillement dans l'Oppidum. Les Gaulois tentent plusieurs sorties pour briser le siège, mais sans succès. Comprenant qu'un assaut frontal serait un massacre pour ses troupes, César décide de changer de tactique. Puisque la cité est imprenable de front, il va l'affamer jusqu'à la reddition. Commence alors un travail titanesque pour les Romains. Détourner l'intégralité de la source alimentant Uxellodunum en eau et construire un réseau de camps fortifiés tout autour de la ville avec l'objectif de bloquer totalement l'accès à l'eau et à la nourriture. Il fait creuser des galeries souterraines étayées par des poutres de chêne pour atteindre la source et la détourner. Il fait également construire des terrasses et des tours pour dominer la source et empêcher les Gaulois de s'en approcher. Il ne reste qu'à attendre que les assiégés meurent de faim et de soif. Mais c'est mal connaître la détermination des irréductibles Gaulois. Les Gaulois creusent des puits et font péter un des deux tunnels des Romains. Mais ils sont trop lents pour s'occuper de l'autre et les Romains réussissent à détourner la source. Ils envoient aussi des messagers pour demander de l'aide aux tribus voisines. Les semaines passent, horribles pour les assiégés qui commencent à souffrir le maintien de la soif parce que évidemment la météo s'en mêle et ce sont les grosses chaleurs. Le plan de César a réussi et privés d'eau, les Gaulois commencent à souffrir de soif et de désespoir. Drapès, qui avait tenté une sortie nocturne avec une partie de ses hommes, est capturé par les Romains. Lucterios, lui, a réussi à s'échapper, mais il est livré à César par les Arvernes qui veulent se concilier les faveurs des Romains. Après 2 mois de résistance héroïque, les Carducs tentent une sortie nocturne pour briser le siège. Mission suicide, le carnage est total. Comprenant qu'ils n'ont plus aucune chance, les Gaulois demandent à négocier une reddition honorable. Mais César exige une capitulation sans condition. Il fait couper les mains à tous ceux qui ont pris les armes et les renvoie chez eux pour qu'ils fassent passer le message à ceux qui veulent se la jouer rebelle. C'en est fini pour Uxellodunum. Avec la prise d'Uxellodunum,
César achève la conquête militaire de la Gaule en -50, après presque 10 ans de campagne. César a achevé la pacification de la Gaule et l'a intégrée à l'Empire romain. Il a ensuite regagné Rome, où il a célébré son triomphe en 46 avant Jésus-Christ. Il a aussi rédigé son œuvre, La guerre des Gaules, dans laquelle il raconte ses campagnes militaires en Gaule. Les Gaulois, quant à eux, ont subi les conséquences de la défaite. Certains ont été réduits en esclavage, d'autres ont été déportés ou exécutés. Leur culture et leur langue ont été progressivement fondues avec celles des Romains. Certaines tribus gauloises ont gardé leur autonomie et ont même contribué à la vie politique et culturelle de l'Empire. J'espère que ce récit punchy vous a fait découvrir la fin de la guerre des Gaules sous un angle nouveau. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage à produire toujours plus de contenu de qualité. Et surtout, ça permet de faire connaître l'histoire au plus grand nombre, parce que le savoir n'a pas de prix. N'oubliez pas de suivre le short qui apporte des compléments par rapport à la vidéo, et de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, pour avoir plus de contenu court et inédit. En attendant, soyez curieux, car c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent et qu'on appréhende l'avenir. Tchuss! À bientôt pour de nouvelles vidéos.